Voilà, donc moi je vais juste dire quelques mots avant de laisser la parole à Olivier Belon pour une introduction. Donc merci à tous d'être là, aussi bien les intervenants, ceux qui viennent de loin et de moins loin, et puis aux étudiants aussi qui sont avec nous. Donc quelques mots simplement pour resituer cette journée. Donc c'est une journée organisée dans le cadre du centre de recherche en art, le CIREC. On fonctionne par période de recherche, par quinquennaux. Et donc pour le quinquennal qui commence, on a un axe de travail transversal, puisqu'on a cherché à développer des axes transversaux sur le multiple, l'œuvre multiple. Cet axe étant abordé par des disciplines variées. Et on cherche justement à croiser les approches de ces différentes disciplines. Et donc avec Olivier, il nous a paru intéressant de porter notre attention sur cette question du flux, de la prolifération des images sur le web aujourd'hui, et sur la manière dont ça influe sur les pratiques photographiques, la manière dont ces pratiques réagissent, somme toute, au flux. Et ça nous a paru être donc véritablement au cœur de cet axe transversal et pouvoir nourrir cette réflexion. Alors ce n'est pas une journée qui est isolée, c'est en fait un cycle de 4 journées d'études. La prochaine sera le 5 octobre de cette année, et puis il y en aura une le 9 mars 2017 et le 5 octobre 2017. Donc l'idée, c'est et je le dis aux étudiants, parce que les intervenants qui viennent de loin, ce ne sera sans doute pas facile pour eux d'assister à toutes les journées d'études. En revanche, pour les étudiants, pour les doctorants, les gens qui sont en master, ça peut avoir un sens de poursuivre la réflexion sur ces 4 journées, l'idée, c'est de former quand même un petit peu une continuité de réflexion entre ces 4 journées. D'ailleurs, à cet effet, on va faire circuler une feuille blanche, je ne sais pas si on en a, mais on va se débrouiller pour en trouver une, où vous allez marquer vos mails pour qu'on puisse communiquer avec vous pour les prochaines journées d'études et vous en aviser. J'attire votre attention sur le fait qu'un mail, il faut l'écrire clairement, parce que sinon, après, ça fait des bugs. Voilà. Donc, vous l'écrivez vraiment très clairement, parce que c'est continuellement une situation d'échec. Alors, afin d'assurer le lien entre ces différentes journées d'études, nous allons enregistrer les interventions et les débats. J'espère que ça ne gêne personne. Et cet enregistrement sera probablement découpé intervention par intervention et placé sur le site de l'université, où maintenant il y a un onglet YouTube qui permet de placer ce genre de choses. Bon, je pense que c'est une bonne chose de profiter de cette possibilité technologique et qu'elle permettra notamment à des intervenants éventuels des prochaines journées de consulter certaines des interventions faites aujourd'hui et de faire un petit peu un lien. Il est également prévu donc une publication de ces travaux, peut-être pas in extenso, mais disons des meilleurs moments de ces journées. Nous créons une revue électronique sur l'esthétique de la photographie qui va s'intituler Focal. Et donc, sans doute que certainement, ces journées constitueront un premier numéro de la revue Focal. Et donc, je dis d'emblée aux intervenants que je leur demanderai leur texte très rapidement. Voilà. Donc, face au flux, moi, il me semble qu'effectivement, c'est un problème qui interpelle les praticiens de la photographie aujourd'hui, dans la mesure où le déferlement continu des images et des informations ne peut que impacter finalement leur pratique. Alors on va dire finalement la photographie, d'emblée, elle a été placée sous le régime du multiple lié au procédé négatif-positif, multiple lié à l'introduction de la simili-gravure et donc à une diffusion dans la presse de manière très large. C'est certain. En même temps,
et donc il y a une forme de continuité, hein, je dirais. En même temps, il y a une multiplication tellement forte et exponentielle qu'on ne peut pas penser que la quantité ne débouche pas sur un seuil, un changement qualitatif qui fait qu'il y a quand même une forme de modification. Je repense à ces phrases d'Armand qui parlent de ces accumulations et qui dit, bon, finalement, on met 2 cuillères l'une à côté de l'autre, on voit 2 cuillères, on en met 10, on voit 10 cuillères, on en met 50, on voit 50 cuillères. Mais à partir du moment où on en met 1000, enfin, c'est une citation... que j'arrange à ma manière, selon mes souvenirs, eh bien, on ne voit plus de cuillère. On voit un scintillement généralisé et il n'y a plus d'objet cuillère. Bon, alors, oui, c'est un peu ça, quoi, finalement. Où est-ce qu'est l'image, où est-ce qu'est la photographie par rapport à la masse? Comment on surnage un petit peu par rapport à ça? Il y a sans doute, enfin, il y a certainement des enrichissements importants liés à ce flux. Il y a aussi une sorte de vertige, que je pense fort, une forme de sensation de noyade dans le nombre. Et donc, finalement, est-ce que ça ne suscite pas peu ou prou le besoin d'émergence d'une forme d'écologie individuelle face à ce déferlement? En tout cas, il y a certainement des pratiques artistiques qui aujourd'hui posent ce type de questions, de comment faire avec, comment faire contre ou comment faire pour, enfin c'est selon. Hein, et donc c'est un petit peu ces questions-là qu'on voudrait creuser avec vous pendant ces différentes journées. Merci à tous d'être là. Je vais refaire une introduction après cette introduction de Daniel. Et pour changer un peu, on va regarder des photographies. Peut-être. Là, normalement, il est censé se passer quelque chose. Il a trouvé quelqu'un pour faire l'enregistrement. Philippe, il est là. Ah bon? Mais je sais pas. Ça y est, c'est parti, l'enregistrement. Bon, alors commençons par regarder... Ah si, alors maintenant, évidemment, ça marche tout seul. Une première photographie réalisée dans la région par Ito Josué. Ito Josué est un photographe indépendant qui a travaillé à Saint-Étienne dans les années 50, plutôt dans le domaine de la photographie industrielle. Ici, il réalise des photographies à l'occasion de représentations théâtrales, quelque part entre le Forêt et le Pilat. Il photographie des comédiens en train de jouer une pièce et il les met en regard avec des spectateurs qui assistent à ces pièces. Il était contacté par Jean Dasté, qui a fondé en 1947 le Centre dramatique de la Cité des Mineurs, une coopérative ouvrière d'intérêt général qui deviendra ensuite la Comédie de Saint-Étienne. Pendant 12 ans, la troupe de Jean Dasté a présenté des pièces de théâtre contemporaines ou issues du répertoire classique dans de nombreux villages autour de la cité minière. Les photos prises par Ito Josué ne sont pas tout à fait des portraits. Les personnes que l'on voit, acteurs ou spectateurs, ne font pas attention au photographe. Celui-ci profite de la concentration des uns et de la fascination des autres pour saisir et fixer sur son film noir et blanc des expressions figées, des visages dans lesquels nous pouvons nous reconnaître. En 2005, Hermine Bourgadier photographie des jeunes gens debout devant des consoles de jeux d'arcade. Ils sont en train de jouer à Street Fighter.
un jeu vidéo devenu culte, apparemment, dont le premier opus est sorti, je crois, en 1987. La photographie, là encore, nous met en présence de figures anonymes avec des expressions d'absorbement total. Absorbement qui ressemble ici à une forme d'hébétude. Le spectacle devant lequel ils sont pris est cette fois interactif. Il ne s'agit plus d'un spectacle vivant qui met en avant des personnes réelles, mais le résultat d'une programmation élaborée qui réagit à des actions effectuées par un spectateur devenu lui-même acteur du spectacle qu'il accapare. La lumière dont profite Hermine Bourgadier est celle crépusculaire de l'écran de la borne d'arcade, située apparemment dans une pièce sans décor, illuminée par des néons. Une dernière référence à présent, c'est une photographie anonyme. Un groupe de personnes est assemblé au pied d'une scène et se regarde dans l'écran d'un smartphone tenu à bout de bras par l'un d'eux. Visiblement, le spectacle qu'observent les personnes photographiées tient dans le fait de se prendre elles-mêmes en photo. Les acteurs de la prise de vue en sont les premiers spectateurs. En arrière-plan sont assises d'autres personnes dont les regards sont tournés de côté. Ils suivent également le spectacle qui se déroule devant eux, mais sur un écran où il est diffusé en temps réel. Ce que suivent ces regards de biais est la réalisation d'une image par un groupe de stars du cinéma hollywoodien pendant la cérémonie des Oscars en 2014. La maîtresse de cérémonie a immédiatement posté l'image sur Twitter, engendrant rapidement plusieurs millions de vues et de retweets. Voilà en quoi consiste aujourd'hui un événement photographique. Nous pouvons tenter de rapprocher les photographies d'Ito Josué et le plus célèbre selfie du monde en comparant les conditions de leur réalisation. Dans les deux cas, il s'agit d'une commande. Jean Dasté a fait appel à Ito Josué pour garder des traces de ses déplacements aux alentours de Saint-Étienne, dans les villages où il montait ses tréteaux pour amener le théâtre devant un public populaire qui, autrement, n'y aurait pas eu accès. Dans le cas du fameux selfie, il ne s'agit pas tout à fait d'une commande, mais plutôt d'une manœuvre imaginée par la marque Samsung pour faire la promotion de son nouvel outil de communication globale, le Galaxy Note 3, afin d'en faire l'outil le plus populaire pour pouvoir réaliser soi-même des selfies. L'animatrice avait simplement pour consigne de se mettre en scène et d'utiliser le smartphone en direct, ce qu'elle a fait de manière extrêmement efficace. Seule Hermine Bourgadier a agi de son propre chef. Sa série correspond à une démarche documentaire, propre au médium photographique. Elle produit des œuvres qui interrogent le spectateur sur la fascination qu'exerce sur une génération la pratique de jeux vidéo. Les photos réalisées par Ito Josué ont également un caractère documentaire. Elles reflètent un moment de l'histoire du théâtre, elles sont emblématiques de l'enchantement provoqué par le spectacle vivant. Le selfie reprend ces données et les brasse pour se transformer lui-même en spectacle, fulgurant, en jouet, en chanteur, vif, viral. Des changements sensibles sont apparus donc dans le champ de la photographie depuis quelques années. Certes, la photographie d'amateur existait déjà dans les années 50. Il y a toujours aujourd'hui des photographes professionnels. Les artistes continuent de développer des projets photographiques basés sur l'exploration du réel. Faire des photos reste une activité largement partagée, une nourriture de choix pour l'imaginaire. Cet aspect de son histoire se poursuit sans véritable révolution. Jean-Claude Lemagny écrivait déjà en 2000, à propos d'Eugène Atget, que, je cite, « Le vertige de photographier tout et n'importe quoi n'est pas que naïveté. Il est celui de l'être humain qui sent le besoin de donner un double au monde pour ressentir que celui-ci existe bien. » Fin de citation. Faire des photographies correspond toujours à un véritable engouement,
et répond à un désir persistant. Comme le suggère, par exemple, cette publicité pour un autre smartphone de la marque Sony. La distinction apportée par le changement d'article dans le slogan sous-entend que la qualité est toujours préférable et préférée à la quantité, et que pour aiguillonner ce désir, il suffit de mettre en avant des améliorations technologiques. Elles serviront d'indice pour améliorer la qualité de la captation des images, à défaut de perfectionner notre regard. Cela non plus n'est pas nouveau. Les améliorations techniques ont toujours nourri une esthétique dynamique, esthétique dont on mesurait le renouvellement en même temps qu'on suivait les mutations économiques et sociales. L'image s'adaptant à des désirs de représentation toujours plus exigeants. De plus, les moments qui furent propices au questionnement sur les fondamentaux de la photographie furent liés à des avancées technologiques, à des périodes de mutation. Bien que ces mutations ne soient pas toujours aisément acceptées, notamment par les institutions culturelles liées à la photographie. André Günther nous dit « Tout se passe comme si le domaine photographique s'était figé dans une sorte d'académisme culturel, dans une continuité revendiquée des modèles dominants. » Il dit ça en rappelant qu'au Festival de la photographie d'Arles, depuis 15 ans, une seule exposition a été consacrée au phénomène de la transition numérique. C'était en 2011. Ça s'appelait « From Here On », à partir de maintenant. Elle regroupait 36 artistes qui avaient la particularité de travailler à partir de photos anonymes. Les 5 commissaires de cette exposition partaient du postulat que, je cite, « ce potentiel technologique a des répercussions esthétiques. Il change l'idée que nous nous faisons de la création. » Fin de citation. De fait, la photographie aujourd'hui ne peut plus se réduire à une oscillation entre l'enregistrement neutre d'une réalité intangible d'un côté et l'expression d'un regard singulier d'un autre. Elle n'est plus seulement un instrument de connaissance du visible ou le moyen privilégié de mettre en œuvre une visibilité qui remet en question notre rapport au visible. Les photographes et les artistes utilisant la photographie doivent repenser non seulement leur rapport au visible, mais également, impérieusement, leur rapport à l'image. Or, contrairement aux institutions, l'artiste est celui qui sait manifester son esprit d'ouverture. Et là encore, cela n'est pas nouveau. Michel Foucault le relevait déjà dans un texte qu'il a écrit en 1975 pour le catalogue d'une exposition de Gérard Fromanger à la galerie Jeanne Bucher, en parlant d'images androgynes. Je cite Michel Foucault. C'était, vers les années 1860-1880, la frénésie neuve des images. C'était le temps de leur circulation rapide entre l'appareil et le chevalet, entre la toile, la plaque et le papier, impressionné ou imprimé. C'était, avec tous les nouveaux pouvoirs acquis, la liberté de transposition, de déplacement, de transformation, de ressemblance et de faux semblants, de reproduction, de redoublement, de trucage. C'était le vol, encore tout nouveau mais habile, amusé et sans scrupules, des images. Les photographes faisaient des pseudo-tableaux, les peintres utilisaient les photos comme des esquisses. Un grand espace de jeu s'ouvrait où des techniciens et des amateurs, artistes et illusionnistes, sans souci d'identité, prenaient plaisir à s'ébattre. On aimait peut-être moins les tableaux et les plaques sensibles que les images elles-mêmes. Leur migration et leur perversion, leur travestissement, leur différence déguisée. Excusez-moi pour la longueur de la citation, il me semblait qu'on pourrait très bien reporter ces remarques à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le terrain de jeu que constitue Internet, les producteurs d'images sont souvent les mêmes que ceux qui les regardent. On l'a vu avec l'exemple du selfie. Y a-t-il donc une différence fondamentale entre le spectateur
traditionnel du tout argentique et le témoin actuel du bouleversement des images. Une forme de complaisance nous commanderait de considérer l'internaute plus captif que le spectateur conventionnel, plus innocent, plus facilement manipulable, comme la victime potentielle d'une tromperie ou d'une esbrouffe. Le flux serait le règne du virtuel, du leurre, le lieu où l'on prend aisément les vessies pour des lanternes. Or, nous sommes là pour réviser ce cliché. Le territoire sur lequel nous portons notre attention change, mais il y a des choses qui ne changent pas. Premièrement, nous n'avons jamais appris à regarder des photographies. Walter Benjamin le déplorait il y a presque un siècle. Nous avons toujours été enclins à les accepter comme authentiques, aptes à fournir des témoignages irréfutables, à croire qu'elles étaient des reflets d'un réel amélioré, rendu plus vrai, plus beau, plus réaliste que la réalité elle-même. Deuxièmement, les règles et les usages ont changé, mais ils n'ont pas disparu. Le flux n'est pas ce lieu où le chaos fait loi et où notre innocence et notre sincérité sont dévoyées, corrompues. Il se pourrait même que ce soit l'inverse, et que le règne souvent combattu d'une visibilité permanente et absolue, contrôlée par des pouvoirs qui nous échappent, soit de moins en moins facilement accepté. L'ennemi du réel n'est pas le virtuel. Il y a dans le flux une nouvelle forme d'association entre les deux. Le visuel est le territoire où s'opère ce rapprochement. Il nous oblige à nous rappeler ce qu'était la vue avant de devenir un coup d'œil mathématiquement comptabilisé sur les réseaux. Ne soyons pas défaitistes, ni nostalgiques. La vue comptabilisée sur le web ne sera pas le fossoyeur de la vision. Selon le mot que Benjamin utilisait quand il attribuait à la photographie un âge d'or, les 10 premières années de son existence, dont Disdéry était le fossoyeur, parce que lui ne se souciait que de rentabilité. Parallèlement aux questionnements liés au phénomène irréductible de la prise de vue, la réception de la photographie a elle aussi une histoire. Cette histoire recoupe des développements théoriques qui ont défini une ontologie de la photographie pour tenter d'en cerner l'essence. Ce mouvement a connu son apogée dans le courant des années 1980, quand la photographie était perçue à travers le prisme du langage et de la science des signes, et qu'étaient exploitées de façon maniaque quelques notions phares, comme celle d'index, de ça a été. Autrement dit, quand la photographie était tout simplement considérée comme une émanation du réel, selon le mot de Roland Barthes. La question se pose aujourd'hui de savoir si ces théories ne sont pas inadaptées. Philippe Dubois, l'auteur de L'acte photographique, un ouvrage de référence paru en 1983, remettait l'an dernier en question les approches qu'il avait pourtant contribué à diffuser. Je cite Philippe Dubois. « La photographie n'est plus une captation du réel. L'image photographique numérique peut être pensée comme représentation d'un monde possible qui existe parallèlement au monde actuel et non d'un avoir été là. » Fin de citation. Dubois instaure une différence de nature entre la photographie et l'image photographique, qui nous oblige à penser celle-ci autrement, dans un nouveau rapport non seulement au réel, mais à la représentation. Or, de nouvelles pistes de réflexion se sont développées dans les années 1990, qui prennent comme objet d'étude l'image, devenue toute puissante. En France, la médiologie de Régis Debray pense les devenirs de l'image à l'ère du passage entre la vidéosphère, qui correspond au temps des mémoires analogiques, la photo, la vidéo, et l'hypersphère, où dominent les réseaux numériques. Aux États-Unis, William Thomas Mitchell a jeté les bases de Visual Studies, qui s'appuie sur un décloisonnement des disciplines universitaires pour envisager une déconstruction des valeurs idéologiques et politiques des images et réinjecter ainsi un esprit critique salutaire dans leur appréhension.
Dans les deux cas, néanmoins, c'est l'image qui sert de support à la réflexion. La photographie se trouve noyée au milieu de ces images d'origines diverses qui, grâce à leur nombre, imposent leurs lois. Il me semble que nous sommes donc rassemblés ici pour envisager comment la photographie réagit à une destinée fataliste qui voudrait qu'elle se contente d'être rabattue sur l'image et qu'elle soit simplement absorbée dans le vaste champ des images.